Bonjour à toutes et à tous, Pierre Perrin-Moulou avec vous pour cette nouvelle édition de la quotidienne Bourse Trading, votre revue d'actualité et d'analyse des marchés en direct tous les jours, du lundi au vendredi à 8h30. Alors, aujourd'hui, c'est une petite exception, nous sommes le 11 novembre, c'est une journée fériée, c'est pour ça qu'on démarre un petit peu plus tard avec simplement une vidéo ici et pas un live, mais pour autant on aura quelque chose à dire. Alors, avant toute chose, pour ceux qui nous découvrent, c'est le moment de vous abonner à la chaîne pour nous retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 8h30 dans la quotidienne Bourse Trading et de mettre un petit like si jamais vous apprenez quelque chose dans cette vidéo ou qu'elle vous est utile. Alors, premier élément à savoir aujourd'hui, ce mardi 11 novembre, c'est que certes c'est une journée fériée, en revanche elle n'est pas chômée. Qu'est-ce que ça veut dire sur les marchés? Quand on dit que c'est férié mais pas chômé, ça veut dire que la place boursière de Paris, les principales places boursières dans le monde entier, seront ouverte, on aura des cotations. Malgré tout, je vous invite vraiment à éviter, a priori, de trader aujourd'hui, puisque même si on a des marchés qui seront fériés, une grande partie des opérateurs seront, eux, en congé, et donc on aura beaucoup moins de volume sur les échanges qu'à l'accoutumée. Or, qui dit moins de volume, dit aussi plus de risques de pics de volatilité soudain et de faux signaux, notamment de faux signaux, ce qu'on appelle de faux breakout, de fausses cassures ici, qui ont tendance à pousser les traders à entrer en position dans le sens de la cassure, et juste après à se retourner et à taper vos stop loss. Donc soyez quand même particulièrement vigilants par rapport à tout ça. Alors, on va en profiter aujourd'hui pour faire un débrief notamment de l'actualité, ok, mais avant ça, on va démarrer comme toujours avec le calendrier économique. Alors, côté calendrier économique, on a évidemment ici le journée fériée côté Canada, sans grande surprise, c'est le 11 novembre, en France aussi, etc. Ici, ça nous intéresse assez peu. La seule annonce majeure vraiment intéressante à suivre, elle aura lieu d'ici une demi-heure, c'est à 9h20, qu'on aura une prise de parole de Christine Lagarde, qui devrait faire donc un discours à la présidente de la Banque Centrale Européenne. A priori, on attend assez peu de choses de ce discours, éventuellement qu'elle se montre rassurante, encore une fois, vis-à-vis notamment de la situation française, c'est-à-dire que la BCE se dit prête à intervenir au besoin ici, mais pour l'instant, a priori, les marchés n'ont plus besoin d'être rassurés. On n'est pas dans une situation de panique totale côté français, ni même sur les obligations, bien qu'attention, tout ne soit pas réglé, et justement, on va en reparler dans un instant. Donc, à part ça, pas d'autre horaire particulier à surveiller aujourd'hui en matière d'annonce. Côté actualité, justement, je vous parlais de l'actualité française, ici, ce qu'il faut voir, c'est que rien n'est réglé. Alors certes, on n'est plus dans un sentiment de panique, mais on voit bien que c'est encore un énorme bazar ici, côté Assemblée concernant le budget, et preuve en est, dernier budget discuté en date, celui de la sécurité sociale, on atteint plus de 500. Qu'est-ce que ça veut dire plus de 500 ici? Plus de 500 amendements déjà déposés. C'est tout à fait aberrant. Voilà, on est vraiment dans la caricature du fonctionnement de l'administration française. 500 amendements, vous pensez vraiment que ça va pouvoir passer? Mais bien sûr que non, d'accord? Le problème, c'est que là, on va arriver à court de temps, donc a priori, ce budget a de fortes chances d'être à nouveau retoqué. Pour l'instant, les marchés ne paniquent pas, on le verra tout à l'heure rapidement sur les graphiques, mais ça montre bien que la situation reste particulièrement floue, particulièrement tendue, et c'est pour ça, spécifiquement, que côté CAC 40, au niveau de l'indice global, je reste éloigné des marchés. On continue de surveiller cet indice, mais il n'est pas question ni de le trader, ni de se positionner en matière d'investissement. Parce qu'à tout moment, si on se retrouve avec une nouvelle annonce d'un budget qui finit par échouer, ou qu'on a une nouvelle motion de censure qui finit par passer, cette fois, on aura un retour de la panique boursière qui se mettra immédiatement en place. Et je ne suis pas prêt ici à prendre ce risque, et j'espère, pour le bien de votre argent, que vous non plus. Alors, dans les autres news qui m'intéressent, aujourd'hui, on va en profiter pour faire un grand tour des principales actualités. On a donc toujours le shutdown en place aux États-Unis, mais ça progresse. Alors, quand je dis que ça progresse, ça veut dire que on a le Sénat qui a déjà, grâce à 8 démocrates qui ont rallié le camp républicain, réussi à voter pour aller vers la fin du shutdown aux États-Unis. Attention cependant, on a eu 60 voix contre 40, donc ça passe. En revanche, il reste encore la Chambre des représentants qui doit voter. Ça se fait en 3 temps. D'abord le Sénat, puis la Chambre des représentants, et enfin Donald Trump qui doit ratifier ici le texte. Alors pour l'instant, on a le premier, le Sénat qui est validé. A priori, ici le chef de la Chambre des représentants, qui a priori normalement est entre les mains des républicains, s'attend à ce que le texte soit voté rapidement. Maintenant, rapidement, ça veut dire est-ce que potentiellement avant la fin de la semaine ou pas, ça restera à suivre. Donc il faut continuer d'attendre ces mesures, quoi qu'il en soit. Ça devrait permettre de continuer à soutenir le retour de l'engouement sur les marchés pour les valeurs américaines, mais aussi, on le verra, pour le dollar. Et justement, le dollar, on l'a ici, toujours rapporté par Bloomberg, suite à l'annonce ce dimanche justement du vote du Sénat.
le dollar est en train de rassurer les marchés et à court terme capte de nouveau pas mal d'investissements, beaucoup d'investisseurs qui s'étaient éloignés du dollar, et notamment alors à la fois des particuliers, mais aussi des institutionnels, des fonds de pension, des banques qui avaient pris leur distance, qui avaient allégé leur position sur le dollar, sont en train d'y revenir finalement parce qu'on a simplement un retour de la confiance. Je rappelle que tout en ayant shutdown, on avait réussi à avoir des marchés qui avaient battu des records historiques. Cette fois, avec un shutdown qui arrive a priori à la fin, à son terme, d'accord, qui est sur le point de se terminer, forcément, on a un regain de confiance et on pourrait surveiller le retour prochainement d'une vague de FOMO sur les marchés. Quelque chose d'ailleurs qu'on surveille déjà ensemble avec les membres de la communauté PPM ici, qu'on surveille de très près, concernant notamment les valeurs de croissance, principalement celles qui composent d'ailleurs le Nasdaq. Alors, autre élément intéressant ici, alors intéressant, à voir sur l'IA, on en parlait encore hier avec quelques questions concernant justement la bulle spéculative de l'intelligence artificielle. On a ici l'un des principaux responsables d'Intel, d'Intel IA, de la branche, le directeur de la branche IA de la société américaine Intel, qui a démissionné. Alors il a démissionné, pourquoi faire ? Pour rejoindre OpenAI. OpenAI, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la maison mère de ChatGPT. Et donc ça illustre encore une fois un problème dont on avait déjà parlé sur cette chaîne concernant Intel. Intel qui est dans une position extrêmement compliquée, qui a pris beaucoup de retard par rapport à ses principaux concurrents que sont AMD et Nvidia, qui a beaucoup souffert, qui avait dû être d'ailleurs presque nationalisé par Donald Trump, qui avait des craintes, qui s'inquiétait d'ailleurs du risque de voir Intel se faire racheter sur les marchés, d'être victime d'une OPA de la part d'acteurs étrangers, et notamment ce qui l'inquiétait, c'était les Chinois, puisque Intel s'était tellement effondré qu'elle était devenue vraiment pas chère, et il aurait pu faire l'objet d'une tentative de rachat ici par une puissance étrangère, ou par des investisseurs étrangers, mais quoi qu'il en soit, ça revient à dire par une puissance étrangère. Et là, justement, on avait eu tout un comité exécutif qui avait été renouvelé pour essayer de relancer Intel. On avait également eu un apport frais de capitaux, plusieurs milliards qui avaient été investis à la fois par l'État américain, mais aussi par plusieurs banques américaines ou des banques japonaises qui, sous pression de Donald Trump dans le cadre de ces négociations, avaient fini par investir dans Intel et sur le marché américain. Et là, ça y est, on a les premiers membres démissionnaires qui commencent à apparaître. Alors la société a tout de suite tenté de rassurer en disant que sa branche d'intelligence artificielle restait sa première priorité pour justement tenter de combler le retard qui avait été pris sur ses concurrents. Quoi qu'il en soit, attention, ça pourrait bouger sur les marchés tout à l'heure à l'ouverture du côté d'Intel. À 15h30, on pourrait avoir des réactions assez négatives de la part des investisseurs parce que forcément, sur une société qui était déjà en difficulté, on avait les prémices d'un peut-être début de mieux, mais un mieux qui aurait été à venir d'ici 1 à 2 ans. Là, ça y est, les espoirs s'effondrent alors qu'ils venaient à peine de revenir. Donc la réaction pourrait être brutale sur le marché. Ensuite, on a également Miran. Miran, je rappelle que ce sera le prochain président de la Fed, de la Banque centrale américaine, qui demande déjà, ou plutôt qui annonce publiquement, qu'il votera pour 0,5 points de base de baisse des taux directeurs, c'est-à-dire passer le taux directeur de la Fed de 4% à 3,5%. On sait que Miran est un activiste, il est très interventionniste. Lors de sa précédente, de la réunion de septembre, il avait voté pour 2,75% de taux directeur. Bon, évidemment, c'était pour créer la surprise. C'était son premier vote lors de son arrivée d'ailleurs au sein du comité du FOMC au sein de la Fed. Bon. Là, il devient, j'allais dire, un peu plus raisonnable, mais ça montre bien aussi que lors de sa présidence de 2026, il entrera en poste en mai 2026, il fera tout son possible pour baisser le plus rapidement les taux. Donc là, ici, pour l'instant, il faudra surveiller également la réaction sur le dollar qui commençait à peine à se ressaisir justement sur les marchés parce que la fin du shutdown, qu'il rassure que potentiellement le dollar est en train de reprendre sa place de devise refuge, de valeur stable à l'international. Si Miran effectivement fait pression et qu'on arrive à avoir en décembre une baisse des taux de la Fed assez agressive, 50 points de base, c'est pas rien, d'accord, c'est relativement élevé. Dans ce cas-là, ça pourrait stopper, casser l'élan du dollar et permettre à l'euro de nouveau de se renforcer par rapport à la devise américaine. Donc ça, ce sera également à surveiller de très près, à la fois aujourd'hui en termes de réaction par rapport à cette annonce, mais lors des prochaines semaines et des prochaines réunions du FOMC aussi, voir quel vote est adopté et surtout si on a
donc de nouvelles baisses de taux. Mécaniquement, ça veut dire que la création monétaire est facilitée et on retombe dans ce mécanisme. Plus on crée de devises, plus on injecte, plus on a de quantité de dollars importantes en circulation, plus la valeur unitaire de chaque dollar diminue. Et donc mécaniquement, dans ce cas-là, la réaction sera une baisse de la valeur du dollar face aux principales autres devises. Alors, on va terminer également avec une petite news aussi côté français, et c'est peut-être la news qui pourrait permettre au CAC 40 de maintenir son élan, haussier. Et quand on parle d'élan haussier, on parle du début de rebond auquel on avait assisté hier, qui pour l'instant a l'air de vouloir se poursuivre. Effectivement, on sait qu'en France, ce qui pèse le plus en termes de secteur dans le CAC 40, c'est évidemment le luxe, avec des capitalisations notamment comme LVMH. LVMH qui vient d'annoncer que la demande pour le luxe augmente de nouveau en Chine, ça commence à se ressaisir. LVMH qui avait beaucoup souffert, qui avait abandonné plus de 30% de capitalisation ces derniers mois, est en train de rebondir, un rebond qui pourrait être confirmé avec donc cette annonce à la fois d'un marché du luxe qui est en train de se ressaisir en Chine, qui, je le rappelle, est le principal marché aujourd'hui du luxe et le marché surtout avec le plus fort potentiel, et LVMH annonce d'ores et déjà l'ouverture à venir de plusieurs boutiques ici. Donc si cette annonce est bien accueillie par les investisseurs, on devrait avoir une réaction assez rapide, non seulement évidemment sur le cours de l'action LVMH, la bourse de Paris, mais aussi plus globalement un CAC 40 qui pourrait être entraîné aujourd'hui à la hausse, alors dans une hausse qui resterait limitée. Je rappelle qu'on a toujours ce problème d'absence des opérateurs puisque c'est une journée fériée, même si elle n'est pas chômée, donc il va falloir malgré tout rester relativement vigilant. En revanche, pour les investisseurs de long terme qui visent vraiment sur un gros rebond durable d'LVMH, potentiellement aujourd'hui, on pourrait avoir donc un catalyseur qui pourrait justifier une possible entrée en position. Mais là, je parle bien plutôt pour dans l'investissement long terme, pas pour du trading à court terme, pas pour de la spéculation. Alors, il va être temps de revenir justement rapidement sur nos graphiques. On observe effectivement ce rebond du CAC 40, un CAC 40 qui hier a signé une nouvelle journée dans le vert. Alors une journée malgré tout avec peu de volume, on le voit bien, une journée avec une hausse relativement difficile. Dans un premier temps, on était revenu à la baisse, combler notre gap hebdomadaire, d'ailleurs le gap dont je vous avais parlé, et qui pour moi pouvait annoncer potentiellement d'ailleurs le retour de la baisse, un retour sous les 8000 points. Finalement, pour l'instant, on réussit à se maintenir au-dessus. Et on voit bien d'ailleurs hier, juste avant la clôture et ce matin, qu'on est venu buter sur les 8100 points. Un palier évidemment psychologique. Alors aujourd'hui, attention, là pour l'instant, en début de séance, on est en train d'assister à une prise de bénéfices. Globalement, ce qui va m'intéresser, c'est que tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile 100 ici, et surtout à moyen terme, tant qu'on reste au-dessus des 8000 points, on poursuit ici une tentative de rebond à la hausse, bien que je sois le premier, comme je vous disais, à ne pas être du tout confiant dans ce rebond, tout simplement à cause de la situation du budget. Et comme on le voit, 500 amendements, c'est absolument ridicule. On est dans la caricature la plus absolue de l'administration française, de l'exercice du pouvoir législatif français, et c'est une raison de plus de se méfier, et pour ma part, de laisser ce CAC 40 complètement de côté. Alors on va passer rapidement sur le DAX. Ici, un DAX 40 qui lui aussi a atteint un sommet, est venu buter sur un précédent niveau de résistance qu'on avait tracé ensemble il y a de ça plusieurs semaines, qui continue d'être d'actualité. C'est le niveau en fait des 24 100 points qu'on est venu chercher cette nuit, ici avant de commencer à corriger. On voit que ce matin, on est d'ores et déjà en train de casser de nouveau le niveau psychologique des 24 000 points. On a cassé également à la baisse la moyenne mobile 100. Alors, sur ce DAX, concrètement, ce que j'attends maintenant, c'est tout simplement un retracement. Un retracement parce que la tendance de fond, elle reste largement haussière. Ça, pour moi, c'est indiscutable. La situation allemande, bien qu'on soit toujours en récession, est bien meilleure que la situation française. Je rappelle que l'État allemand est beaucoup moins endetté, qu'on a d'ailleurs un État allemand qui commence à mettre en place des subventions. En moins de 2 ans, plus de 5 milliards d'euros de subventions pour stimuler notamment son industrie automobile, que pour l'instant, ces subventions commencent à porter leurs fruits, à donner de bons résultats. Et donc, après un très important rebond ici auquel on a assisté, qui a plus de 500 points, ce que j'attends, c'est surtout un retracement, idéalement qu'on puisse revenir chercher autour des 23 840 points avant de trouver un point d'entrée à l'achat. D'accord, là, c'est-à-dire qu'on a eu une impulsion haussière. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'on ait un retracement, une correction ici qui nous offre un point d'entrée pour travailler la prochaine vague d'impulsion haussière qui aura 2 objectifs. Tout d'abord, le retour sur les 24 100 points et dans un second temps, ici, d'aller chercher les 24 240 points.
Hop, allons voir ce qui se passe maintenant sur nos marchés américains et notamment sur le Nasdaq, notre indice des valeurs technologiques qui lui aussi a bien rebondi hier, porté évidemment par ces annonces concernant la possible fin du shutdown à venir. Alors évidemment, après une belle impulsion haussière, on commence ici à prendre quelques bénéfices à corriger. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on n'a pas réussi à casser le précédent sommet. Et ça, pour moi, c'est aussi un signal qui me fait dire qu'il faut faire attention, qu'on a donc encore pas mal de place ici pour pouvoir corriger. Je rappelle qu'ici, avec le RSI, on observait la mise en place d'une divergence baissière qui n'est pas encore réalisée. Donc il va falloir attendre qu'on réalise cette divergence baissière, idéalement qu'on vienne au moins sur les 25 350 points avant de pouvoir commencer à chercher à entrer en position à l'achat pour profiter tout simplement de la prochaine impulsion haussière à venir qui ira tout simplement dans le sens de la fin du shutdown. Et comme je vous le disais, la fin du shutdown, des marchés américains qui rassurent et des investisseurs qui vont se remettre à la recherche de valeurs à risque, c'est-à-dire d'actions principalement de croissance qui sont celles qui composent majoritairement l'indice Nasdaq plutôt que le Dow Jones. D'ailleurs, Dow Jones, on ne va même pas passer dessus, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt ce matin. En revanche, on va aller faire un tour, comme toujours, du côté de l'or, l'or qui poursuit également son rebond, un rebond auquel je ne m'attendais pas, justement, parce que, comme je vous le disais, on a ce retour du dollar américain à court terme qui commence à rebondir, à se ressaisir. Normalement, ça aurait dû peser aussi sur le moral des investisseurs en or, qui auraient dû en profiter pour encaisser de nouveau quelques positions, et on aurait dû assister aussi à un équilibrage des portefeuilles, c'est-à-dire certains investisseurs qui, en matière de valeur refuge, auraient allégé leur position en or pour renforcer leur position en dollars. Or, on s'aperçoit ici qu'on n'est pas encore dans un véritable FOMO. On est dans un début de mouvement qui reste extrêmement prudent, puisque certes, on a de nouveau des achats de dollars, c'est validé, c'est acquis, mais en parallèle, on a de nouveau des achats d'or. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à une tentative de reprise, mais côté investisseur, ça montre qu'on est extrêmement prudent et qu'entre guillemets, on achète de l'or comme couverture au cas où finalement, au dernier moment, un grain de sable se glisserait dans la machine, ou par exemple, si jamais la Chambre des représentants ne validait pas le texte voté par le Sénat aux États-Unis concernant la fin du shutdown, et dans ce cas-là, on serait déjà couvert avec de l'or. Sauf que l'or ici, à plus de 4100 $ l'once, on est temporairement revenu titiller les 4150 $ l'once, on n'est plus du tout sur des niveaux attractifs pour l'instant pour entrer à l'achat à court terme, donc il va falloir patienter. Dans le meilleur des cas, on réussit à avoir un retracement qui nous ramène à proximité de nos 4100 $ l'once et tout simplement de la moyenne mobile 100. Et dans ce cas-là, on pourra chercher un point d'entrée à l'achat pour travailler la prochaine impulsion haussière direction d'abord les 4150 puis les 4200. Ou alors, si on repart tout de suite rapidement à la hausse, direction les 4150 et les 4200. Dans ce cas-là, personnellement, aujourd'hui, je m'abstiendrai. D'autant plus qu'aujourd'hui, je vous dis tout de suite, comme je vous l'ai expliqué, c'est une journée fériée mais pas chômée. On a quand même beaucoup d'opérateurs qui sont absents. Et pour ma part, je serai également absent. Je ne traderai pas aujourd'hui, j'attendrai demain et le retour des volumes. Alors, du côté du pétrole Brent, on va aller faire un petit tour aussi. Côté pétrole Brent, on est en pleine consolidation. Ici, la consolidation qu'on avait remarqué hier sur les graphiques de plus long terme, notamment H4, se poursuit. On voit qu'on a eu un début de rebond, on était venu chercher, se rapprocher de nouveau de notre résistance oblique ici. Alors une résistance oblique qui n'est pas parfaitement tracée, elle n'a pas été parfaitement respectée, d'accord, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des retests ici parfaits. Quoi qu'il en soit, on a comme une zone de résistance, d'accord, ici oblique. Ce qu'il faut noter, c'est que tant qu'on n'a pas de nouvelles d'actualité concernant notamment la Chine et les statistiques chinoises, à court terme, on aura principalement du bruit de marché, d'accord. En revanche, si on a effectivement un shutdown qui finit par être levé, à court terme, ça pourrait créer de la stimulation ici à la hausse sur le cours du pétrole, puisque ça laisserait entrevoir une nouvelle accélération de la croissance américaine. Et qui dit accélération de la croissance, dit mécaniquement accélération de la demande de pétrole. Mais dans ce cas-là, on serait surtout sur un mouvement de réaction de court terme, avec comme principaux objectifs le retour sur les 65 $ notamment, donc ici à court terme en intraday, et dans un second temps, éventuellement, on pourra surveiller une extension direction les 70 $. Mais pour arriver jusqu'aux 70 $, il faudra définitivement qu'on ait d'autres nouvelles concernant le marché du pétrole que simplement la fin du shutdown. Ce ne sera pas suffisant pour attirer des volumes significatifs qui nous permettront d'atteindre les 70 $. Allez, et on va terminer
cette petite matinale, comme toujours, hein, en basculant sur le Forex. On va aller voir ce qui se passe du côté de l'euro-dollar, la principale paire de devises sur les marchés. Alors, notre euro-dollar, qui justement atteste ici, a commencé à ranger après cette précédente grosse impulsion haussière ici où l'euro avait commencé à bien se ressaisir et le dollar avait de nouveau lâché du lest. On voit qu'on est arrivé en pleine zone de consolidation. On a quasiment un triangle ici d'hésitation qui est en train de se mettre en place. Hop, on va pouvoir le tracer comme ceci, notre triangle. Hop là. Voilà. Et là, ce qu'il faut attendre, tout simplement, c'est la cassure de ce triangle pour savoir si oui ou non le dollar est en train de rassurer définitivement les marchés et donc de se ressaisir. Et auquel cas, si le dollar se ressaisit, c'est-à-dire qu'il se renforce comme étant en deuxième position de la parité, cela signifierait qu'on aura à court terme une cassure à la baisse de ce triangle, direction un retour sur les 1,1527 ici, ce précédent niveau de cette présente zone d'accumulation qui avait tantôt été support puis résistance, qui pourrait être un objectif intéressant à aller chercher. À l'inverse, si finalement on a un dollar qui de nouveau finit par céder, puisqu'on a des investisseurs qui, par exemple, comme on l'a vu, finissent par franchement préférer l'or au dollar américain comme valeur refuge ici à court terme. Dans ce cas-là, on pourrait assister à un renforcement de l'euro, une cassure à la hausse et un objectif qui serait non plus sur les 1,1582, tiens, ça d'ailleurs on va pouvoir le supprimer, mais qui, normalement, notre objectif théorique par rapport à ces figures chatistes, consisterait à aller chercher directement le précédent sommet ici qui avait été atteint sur l'euro-dollar, c'est-à-dire très précisément le niveau des 1,1590 ici à aller chercher. Bon, là encore, je précise qu'on est une journée fériée avec moins de volume, un risque accru de faux signaux. C'est pour ça que pour ma part, même si ici, théoriquement, effectivement, il faut attendre une cassure franche pour entrer en position, les plus prudents pourraient se dire « oui, mais dans ce cas-là, on va quand même attendre un pullback pour valider la cassure avant d'entrer en position ». Pour ma part, je vais m'abstenir, d'accord ? Je ne traderai pas ici une cassure aujourd'hui de l'euro-dollar. Je considère que c'est trop risqué, trop spéculatif ici et qu'on n'est pas suffisamment soutenu. Alors non pas par les fondamentaux aujourd'hui, mais surtout par les volumes. Or sur le marché, pour avoir raison, encore faut-il que d'autres traders vous suivent, sinon vous avez vite fait d'enchaîner les stop-loss. Et le pire, c'est que très souvent dans ce genre de journée, vous vous apercevez le lendemain que finalement vous aviez raison sur la tendance de fond. Simplement, la volatilité à court terme liée à l'absence de volume, les pics de volatilité très court terme, vous font sauter de multiples positions. Donc faites bien attention à ça. Alors, on arrive à la fin de cette matinale ensemble. J'espère que ce contenu vous sera utile. La meilleure façon de me le faire savoir, si vous me découvrez, c'est tout simplement de vous abonner à la chaîne pour nous retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 8h30 dans la quotidienne Bourse Trading. Ici, donc abonnez-vous ou alors mettez un like pour ceux qui sont déjà abonnés si vous avez appris quelque chose ou que ce contenu vous a été utile. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur les marchés, une très bonne journée de trading. N'oubliez pas aussi d'en profiter potentiellement, notamment pour les plus débutants, pour éteindre vos écrans. Ne tradez pas, profitez de votre journée fériée. Attendez demain le retour des volumes et surtout le retour des signaux qui seront plus clairs et qui seront avec moins de faux signaux. Une journée avec des volumes, moins de faux signaux et donc moins risqué pour votre trading. Voilà, et typiquement, c'est l'attitude que moi-même j'adopte. À très bientôt. Au revoir.